Alors on avance ensemble, on cherche ensemble, on construit ensemble. Devant nous, un mystère. Qu'est-ce que c'est la magie de la musique? Et il faut garder ça impalpable. Par contre, il faut faire marche arrière. Il faut revenir quand même. On n'ira pas de façon chronologique. Mais là, on est au début. Il faut bien qu'on y aille un petit peu vers l'arrière. Et c'est ça, moi, qui me fascine. Jimi Hendrix naît en 1942. Si tu pars 100 ans avant, ben c'est pas loin dans le temps. 100 ans avant nous, c'est les arrière-grands-parents. Et Jimi Hendrix, que tu regardes pour les 8 grands-parents, ce que tu trouves, c'est l'histoire générale des États-Unis, mais c'est aussi 4 modes particuliers de l'enfer. Et la question, finalement, c'est pas tant d'aller s'apitoyer, c'est de savoir comment dans la tête tu portes, quelle est ta représentation intérieure à ces gens qui sont en toi, ces gens qui font ce que tu es, ce drame que ces personnages portent. En quoi tu en es responsable? En quoi tu le fuis? En quoi tu l'assumes? En quoi de toute façon, quelle que soit ta légèreté, ton envol, c'est ça que tu portes. Par exemple, quand je dis 100 ans avant, remontons à 1835. On est vers la Virginie, le peuple Cherokee. Les Cherokees, dans cette zone précise de Virginie, ils sont 17 000. On envoie contre eux 7 000 soldats. Au bout de 2 mois, il reste 7 000 Cherokees. Et encore, qui se sont dispersés. Ça veut dire que dans ces survivants, dans ces 7 000, il y a celles dont on n'a pas le nom. Et pourtant, les Cherokees sont un des seuls peuples des Premières Nations qui disposent d'une langue écrite. Eux-mêmes se nomment Yunvia, le peuple véritable. Eh bien, cette jeune Cherokee, dont on n'a pas le nom, épouse un Irlandais. Les émigrants d'Irlande, ceux qui connaissent Québec, qui sont allés voir comment arrivaient les bateaux, comment ils étaient mis là en quarantaine, à 1 heure en amont de Québec, quand on voit le cimetière, quand on voit les listes de noms, quand on vous raconte qu'est-ce que c'était l'Irlande à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils fuyaient, quelle famine. Tu fuyais la mort. Tu avais survécu avec quelques kilos de pommes de terre, et encore, tu affrontes tout, scorbut, la maladie, et puis ensuite, tu es sur le nouveau continent, et tu marches, tu t'en vas. Cette jeune Cherokee est la fille d'un homme encore puissant dans la tribu, qui s'appelle Evan John Ross. L'Irlandais qu'elle épouse, on n'a pas le prénom non plus, s'appelle Moore. C'est pas un nom inusuel dans le monde anglophone. On sait qu'ils auront un fils, probablement parmi d'autres, qui s'appelle Robert. Mais c'est ce Robert qui nous intéresse. On sait que, étant le fils d'un Irlandais et d'une Indienne, on lui refusera le statut de citoyen blanc. C'est parce qu'il devra s'établir dans ce monde de ségrégation extrêmement dur qu'il va épouser, lui, une femme noire. Elle, c'est le contraire. On a son prénom, Fanny, mais cette Fanny qu'épouse Robert Moore, fille d'une Cherokee et d'un Irlandais, on ne sait rien d'où elle vient. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1883, le 19 novembre 1883, ils auront une fille, probablement parmi d'autres, dont on n'a pas trace, et qu'ils la prénomment Nora. Et que Nora Rose Moore va être la grand-mère de Jimi Hendrix. Personnage secondaire? Oh que non, bien au contraire, parce que Al a la garde des 2 enfants aînés, tout le temps et juste après le divorce. Donc Jimmy et Léon. Mais
il se met en concubinage avec une jeune femme. Lucille meurt, on va y revenir. Et l'aîné Jimmy, en fait, va passer une bonne partie de son adolescence à vivre chez ses grands-parents. Et qu'est-ce qui compte? Moi, là, quelque chose qui n'est pas du tout documenté, sur lequel, en tout cas, on n'a pas d'image, mais qui, moi, me fascine parce que qu'est-ce qui fait que tu deviens artiste? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que peut-être il peut y avoir un j'aime en toi, qui est la possibilité d'être artiste, alors que la musique n'existe pas, les objets n'existent pas, on est pauvre. Elle a fait quoi de sa vie, Nora? Eh bien, dans cette époque, donc vers les bascules des années 1900, il y avait ce qu'on appelle le vaudeville. Le vaudeville, c'est des troupes, c'est des énormes troupes, il y aura même des échos de ça jusque dans les années 1950. C'est-à-dire que tu mélanges du mélodrame, des chansons, des ballets, des démonstrations de jonglage ou de pyrotechnie, d'équilibre. Donc, est-ce que c'est simplement du cirque? Non, parce que dans cette idée de spectacle, il y a comme une idée de totalité, il y a comme une idée de fête. C'est une troupe. Et dans cette troupe, Nora, elle chante et elle danse. Quand elle a la charge plus tard de ce petit-fils, entre ses 8 ans et ses 15 ans, qui vit chez elle à Vancouver, qu'est-ce qu'elle lui chante? Qu'est-ce qu'elle lui apprend? Qu'est-ce qu'elle lui montre d'elle qui chante, d'elle qui danse? On sait que Jimi Hendrix a dédié à sa grand-mère, Nora, une de ses plus belles chansons, Foxy Lady. Par contre, de cet héritage, ou de ce dépôt qu'il a en lui, on ne saura rien. Alors le grand-père, eh bien, c'est là que vient le nom de Hendrix. Et ça vient comment, le nom de Hendrix? Bertrand Philander Ross Hendrix. On sait qu'il est né à Urbana, dans l'Ohio, en 1866. C'est quoi 1866? C'est juste un an après la guerre civile. Ça veut dire qu'à l'échelle simplement des grands-parents qui l'élèvent, on a des gens qui, eux, ont eu toute leur enfance dans un contexte qui est celui qui suit immédiatement la guerre civile. Alors c'est quoi cette espèce de nom? Bertrand Philander Ross Hendrix. Qui c'est Ross? Ross, c'est un planteur. C'est un planteur qui a des esclaves. Il se trouve que tu engrosses une esclave. Donc l'enfant de l'esclave va porter le nom du patron de la plantation. Il va faire un geste puisqu'à la fin de la guerre civile, les esclaves, d'accord, sont libres, mais est-ce qu'ils ont une compensation? Est-ce qu'ils ont un sou des droits de licenciement? Que dalle. Il va la marier. Il va la marier à un voyageur de commerce. C'est lui qui s'appelle Hendrix, CKS. Ce voyageur de commerce, il s'appelle comment? Il vient d'où? Il fait quoi? Est-ce qu'il est lui-même... il va lui faire des enfants? Non, même pas. Mais il y a toujours ce nom, Ross, qui vient du patron, qui a engrossé l'arrière-grand-mère. Il y a Hendrix, qui est le nom de ce type à qui on la marie de force et qui disparaît. Pourquoi? Où? Comment? On n'en sait rien. Et voilà. Comment tu portes dans tes bras le nom de Hendrix. C'est bien plus tard, à Vancouver, Hal Hendrix qui fera une simplification qui enlèvera le CKS pour le transformer en Hendrix avec un X. On passe côté maternel. On va encore avoir un prénom, et rien qu'un prénom. Clarisse. De cette Clarisse, on sait qu'elle a 2 sœurs. On sait que la famille de Clarisse et ses 2 sœurs, tous les étés, relisez Steinbeck, se rendent dans les champs de coton. C'est une équipée. Imaginez, vers 1880 ou par là, papa et la maman sur une charrette, et les petites filles, et puis ça dure 3 semaines pour se rendre là où on va être exploité jusqu'à la racine pour la récolte du coton. Et puis après, vous reviendrez dans votre arrière-bout de ville, vos baraques. Et
la gamine à 16 ans, elle est violée sur le parcours. Elle, c'est quoi son bagage? C'est le viol. Quand elle a l'enfant qui s'annonce, c'est les deux sœurs qui négocient. On va trouver un type qui s'appelle Preston Jeter. Alors Preston Jeter, moi aussi le mystère, c'est que c'est un mineur. C'est un gars qui a bien 20 ans de plus. Preston Jeter, on sait qu'il vient plus ou moins du sud et qu'il va remonter vers Seattle en travaillant dans les mines. Et même une fois marié, il sera mineur. Alors lui, les deux sœurs qui lui proposent d'épouser Clarice, il est d'accord. Mais on ne peut pas lui cacher complètement qu'elle est enceinte. Donc il découvre qu'elle attend un enfant, et là, non, fini le mariage, excuse, mais on ne va pas m'avoir comme ça. Et l'enfant naît. Et on ne sait rien de Preston Jeter, sauf que les deux sœurs ont un pécule. Comment elles ont accumulé ce pécule? On revient à Preston Jeter, et on lui dit, écoute, si tu épouses Clarice, c'est que tu prends l'enfant. Voilà la somme qu'on te donne. Il semble qu'entre Preston Jeter et Clarice, ce ne soit pas simplement une espèce de transaction. Il semble que le couple soit solide. La preuve que Preston Jeter et Clarice s'entendent bien, c'est qu'ils auront 8 enfants. L'enfant, l'aîné, né du viol, et 7 autres. Et puis on va retrouver aussi une autre ombre de l'Amérique sociale. On est dans ces premières années de 1900 et les dockers du port de Seattle se mettent en grève. Un boulot noble comme docker, on ne prend pas des noirs. Les noirs, c'est le bas de la société. Mais quand les dockers blancs se mettent en grève, on embauche des jaunes et pour les jaunes, on prend des noirs. Je plaisante, ça fait du bien des fois. Donc Preston Jeter va devenir docker à l'occasion de cette grève des dockers blancs, et c'est comme ça qu'il va pouvoir élever les 8 enfants qu'il a avec Clarice. Lucille, la mère de Jimi Hendrix, naît de ce couple. Ça veut dire que la grand-mère maternelle, celle qui porte, elle, le viol à 16 ans, c'est dans la peau de Jimi Hendrix. On a une sorte de fresque. Vous voyez cette fresque avec le génocide des Cherokees, avec la fin de l'esclavage officiel, à la fin de la guerre d'état civil, mais ce Ross, là, dont on sait qu'il a un patrimoine d'au moins 135 000 $, qui laisse partir ses esclaves sans leur donner un sou, y compris celle qui porte un enfant de lui, qu'il ne reconnaît pas, mais qui portera son nom au cas où, marié à ce représentant de commerce nommé Hendrix, qui est éjecté sans qu'on sache rien de lui. Et puis de l'autre côté, ce type qui n'a pas de nom, parce que à mesure qu'il change de ville, il prend un nouveau nom. Donc il se trouve qu'au moment où il épouse Clarice, son nom c'est Preston Jeter, mais il n'a pas de papier, on sait simplement qu'à l'époque, c'est le nom finalement qui va rester le sien. Preston Jeter. Sur quoi je voulais finir? Eh bien, pourquoi et comment Nora, fille du Sud, croise le chemin de Bertrand Philander Ross Hendrix et qu'ils se retrouvent à Vancouver, via Seattle d'ailleurs, où ils vont rester un moment, mais ne pas s'arrêter. Elle est dans cette troupe qui va de ville en ville, mais ils sont des dizaines là-dedans, pour monter le spectacle, bouger le spectacle et tout. Et Bertrand Philander Ross Hendrix, il est manutentionnaire, une sorte d'intermittent du spectacle, fièrement. Il faut bien faire la logistique, mais il n'est pas artiste, il n'est pas comme elle, qui chante et qui danse. Lui, il est celui qui monte les trucs, qui déménage les décors et tout ça. C'est comme ça qu'ils vont être ensemble. Et pourquoi on les fait venir? Vous savez, ces grandes expos, là encore, ça touche des choses. Exposition internationale. En France, 1900, la Tour Eiffel, le Palais des Expositions, tout ça, évidemment.
En 1935, rappelez-vous, au jardin zoologique de Vincennes, un village kanak. Les gars derrière les grilles, et qu'on vient voir. Bon, eh bien là, c'est une exposition universelle à Vancouver qui s'appelle Yukon, Alaska. Voilà ce cadre, voilà quelques photos de l'exposition. Vous voyez comme c'est beau. Eh bien la troupe vient, ils animent le temps de l'exposition. Mais après, eh bien après, justement, Bertrand et Nora ont un puis des enfants. Al, le père de Jimi Hendrix, sera le 4e de leurs enfants. Donc, au revoir la troupe, au revoir le Dixieland Band. Tu restes sur place, et puis tu t'inventes tes petits boulots, tes domestiques, de noir. N'empêche que, même si c'est fini, la vie d'artiste, quand le petit gamin il vient chez toi, est-ce que toi, ce bonheur-là, Nora, tu ne le retrouves pas? Ça, on n'en saura jamais plus. Mais toutes ces ombres, comme il fallait les dire, les démêler, comme ce serait beau de pouvoir approfondir. Et quelle résonance de toutes les tensions, tous les drames d'aujourd'hui. Et pourtant, 50 ans qui nous séparent.